faire les bilans de la somnolence de façon très exhaustive, et notamment pour rechercher des maladies rares qui sont les hypersomnies d'origine centrale. Donc on m'a dit qu'il fallait finir pile à 10 heures parce qu'il y avait un symposium après, donc je pense que ça sera bon. Et en fait, ce que je vous propose, c'est de faire 3 parties. Je vais vous montrer dans la présentation et de m'interrompre et de vous laisser me poser des questions vu qu'on est en petit comité. Et même si jamais, pendant que je parle, il y a quelque chose qui n'est pas clair ou vous avez une question, n'hésitez pas. Vu qu'on n'est pas très nombreux, je pense que ça s'y prête bien. Donc les objectifs, c'est de pouvoir reconnaître la somnolence ou l'hypersomnolence, de pouvoir l'explorer et de connaître les grandes étiologies, donc de les avoir en tête et de passer à côté d'aucune étiologie. Donc la définition de l'hypersomnolence, je l'ai montré hier aussi, on la trouve dans la classification internationale des troubles du sommeil, et on se rend compte qu'elle désigne à la fois les symptômes qui sont la somnolence diurne excessive, donc le fait d'avoir besoin de dormir en journée, d'avoir un besoin de faire des siestes, mais aussi l'augmentation de la durée de sommeil. Donc cette sensation qu'ont certaines personnes d'avoir besoin finalement de plus de sommeil que la normale. Et j'ai dit hier le cutoff de 9 heures, qui est un petit peu discutable et pas très prouvé, en tout cas scientifiquement à l'heure actuelle, mais les experts s'accordent là-dessus. À partir de 9 heures sur 24 heures, de façon chronique, on commence à avoir une augmentation de la durée de sommeil. Et on se rend compte donc dans la classification, l'hypersomnolence, en fait, elle se trouve dans le chapitre des hypersomnies. On va en reparler après. Il ne faut pas confondre 2 symptômes importants qui sont le besoin accru de sommeil et la clinophilie. Donc ça paraît évident comme ça, mais à l'interrogatoire, ça n'est pas toujours. La clinophilie, donc si les psychiatres connaissent bien ça dans la dépression, sont les gens qui restent au lit longtemps, mais finalement qui ne dorment pas. Donc il faut bien leur demander, est-ce que vous êtes au lit, mais est-ce que vous dormez, ou est-ce que simplement vous vous reposez, vous êtes tranquille dans votre lit sans dormir. Et il ne faut pas non plus confondre la fatigue avec l'hypersomnolence. Alors là, c'est beaucoup plus difficile. La fatigue, c'est la plainte d'un épuisement physique ou mental, avec des difficultés à initier ou à maintenir des activités, mais qui ne sont pas améliorées de manière significative par l'augmentation de sommeil. Donc la différence est assez subtile, et encore une fois, en tant que médecin du sommeil, on arrive à percevoir la différence, mais quand il faut l'expliquer aux patients et vraiment leur faire dire les choses, on n'y arrive pas toujours. Et pourquoi ? Notamment parce que la fatigue peut accompagner la somnolence. On peut très bien avoir les 2 symptômes, mais la plainte va être donc qualitativement différente. Si vous voulez diagnostiquer ou du moins évaluer la fatigue, vous pouvez utiliser une échelle comme l'échelle de Pichot. Donc elle est très utilisée en médecine du sommeil et notamment par les pneumologues. Donc il y a beaucoup de publications sur l'échelle de Pichot. C'est un auto-questionnaire, un peu comme l'Epworth, mais qui va plus centrer sur la sensation de faiblesse à certains endroits du corps, la sensation d'avoir les jambes lourdes, difficulté à se concentrer, envie de s'allonger pour se reposer. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas dormir, c'est se reposer. La différence avec la somnolence. Et donc, encore une fois, on a une composante mentale, psychologique dans la fatigue qu'on n'a pas forcément dans la somnolence. Donc, pour vous donner un autre exemple, on peut être fatigué quand on a couru un marathon, par exemple, ou quand on a fait un congrès pendant 2 jours, qu'on a beaucoup parlé, qu'on s'est concentré. Mais c'est différent de la somnolence où on est privé de sommeil. Par exemple, on n'a que dormi quelques heures, donc on a besoin de dormir, on ferme les yeux, on s'endort. Les évaluations subjectives de la somnolence, donc il y a des échelles qui sont très connues, notamment les échelles de Stanford et Karolinska, mais qui sont utilisables qu'à un instant T. Donc c'est la perception de la somnolence, vraiment au moment où on pose la question. C'est des échelles visuelles analogiques et c'est utilisé plus en recherche qu'en clinique. L'agenda de sommeil, c'est un outil extrêmement utile que moi je recommande vivement d'utiliser et que j'utilise vraiment à toutes mes consultations de sommeil, parce que c'est vrai que quand on pose la question aux patients, à quelle heure vous couchez, à quelle heure vous vous levez, combien de temps vous mettez pour vous endormir, combien de temps vous restez réveillé pendant la nuit,
vous allez avoir des réponses assez variables et des patients qui ne vont pas toujours vous dire la même chose ou qui vont vous répondre « ça dépend ». C'est quand même assez difficile de dire qu'on n'est pas toujours réglé comme des horloges, mais il existe ces outils, donc notamment sur Google, vous tapez réseau Morphée et vous avez gratuitement en PDF l'agenda de vigilance et de sommeil du réseau Morphée, avec également les consignes qui vont avec. Donc là, je l'ai coupé, mais en bas de l'agenda, vous avez toute la légende pour expliquer comment remplir l'agenda et aussi une page avec les explications. Donc si vous arrivez à donner ça à la consultation ou encore mieux 15 jours avant la consultation, vous gagnez vraiment un temps incroyable et vous avez des informations très précieuses. Et puis cette fameuse échelle d'Epworth qui est critiquable mais malgré tout très utile, qui est un auto-questionnaire court, largement utilisé, avec des seuils pathologiques, malheureusement faiblement corrélés avec les mesures objectives, mais qui restent extrêmement utiles. Donc on a ces questions que vous voyez ici, avec des situations de la vie quotidienne, et donc le risque qu'on a, la chance qu'on a de s'endormir dans ces situations, et à chaque fois, côté de 0 à 3, avec bien la consigne de dire aux gens le risque de somnoler et non de vous sentir seulement fatigué. Donc ça, encore une fois, si vous donnez juste le questionnaire sans expliquer, vous avez, je dirais, une chance sur 3 que les gens ne comprennent pas bien la consigne et répondent en disant « oui, je suis fatigué quand je suis passager dans une voiture. Oui, mais est-ce que vous dormez ? Ah non, je dors jamais. » Ah d'accord, donc vous n'aviez pas compris la question. Donc on a des seuils connus, et puis au-delà de 11, on doit s'inquiéter et se dire « attention, c'est potentiellement pathologique ». Et puis, donc, dans ce consensus français, la somnolence résiduelle sous PPC, on a écrit des articles, donc encore une fois en français et en anglais, il y a la traduction. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez m'envoyer un mail pour me demander. Donc c'est un article qui fait plusieurs dizaines de pages, qui est très long, mais toute la première partie de l'article détaille de façon très précise le bilan de la somnolence et notamment l'interrogatoire. Donc on vous a mis ici, posez bien toutes les questions, âge de début des symptômes, facteurs déclenchants, rythme veille-sommeil habituel, agenda de sommeil, liste complète des médicaments, on va en parler, liste aussi des substances, et puis donc toute la sémiologie de la somnolence avec les 3 grandes composantes qui sont donc somnolence diurne excessive. Donc là, on vous dit de faire bien attention à ce que disent les gens, parce que des fois, ils peuvent utiliser des mots qui ne sont pas appropriés. Par exemple, dire « je suis épuisé, je manque d'énergie, mon sommeil n'est pas réparateur », alors que en fait, c'est bien de la somnolence, c'est juste qu'ils n'arrivent pas bien à l'exprimer. Les conséquences sur la vie quotidienne, avec le manque de concentration, de réactivité, et puis la durée excessive de sommeil, qu'on va bien voir sur l'agenda de sommeil, et enfin l'inertie. Donc ce symptôme qu'on peut avoir, normalement tous en situation physiologique, quelqu'un qui a de l'inertie, qui dure, on va dire, plus de 5 minutes dans la salle. Moi, en général. Donc l'inertie, c'est cette sensation qu'on a de sortir du sommeil, en fait au moment où on se réveille, de ne pas être pleinement réveillé pendant un certain temps. Donc c'est physiologique, on va dire, quelques minutes, c'est normal de ne pas arriver à sortir du sommeil, mais ça devient pathologique au bout de plusieurs minutes et dans certains cas au bout de plusieurs heures, donc certains cas pathologiques. Donc ça, on appelle ça l'inertie du sommeil. C'est une sensation assez désagréable où on n'est vraiment pas pleinement en possession de nos moyens cognitifs, moteurs, etc. On vous avait mis ici les signes d'alerte, donc il faut absolument avoir cette checklist quand vous interrogez des patients qui ont de la somnolence. Donc d'abord bien sûr la dangerosité, donc c'est pas du tout la même chose de s'endormir facilement à la sieste ou de s'endormir de façon irrésistible quand on conduit, ça paraît évident. C'est aussi très dangereux quand on ne perçoit pas sa somnolence, quand on s'endort sans s'en rendre compte, sans signer d'alerte. Et puis quand on a des scores, par exemple, d'échéance très élevés, supérieurs à 15. Les signes d'alerte qui doivent faire évoquer une hypersomnolence d'origine centrale, ils sont listés ici. Donc si vous avez un sujet jeune qui est très somnolent, notamment les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, s'il y a eu une prise de poids rapide,
ça doit faire orienter aussi vers les hypersomnies centrales. Les pubertés précoces, donc je ne sais pas si vous êtes amené à voir des enfants dans vos pratiques de consultation, mais voilà, puberté précoce, c'est vraiment un signe d'alerte de narcolepsie. Activité onirique lors des siestes, donc posez la question, est-ce que quand vous dormez à la sieste, vous rêvez tout de suite? C'est pas spécifique, mais si c'est le cas, ça commence à être, vous mettre la puce à l'oreille. Les paralysies de sommeil, les hallucinations, je vous en reparlerai après, les cataplexies aussi. Et puis somnolence sévère et inertie sévère. Hier, je vous avais mis les limites de l'échelle des Epworth, il faut juste les avoir en tête. Donc parfois les gens ne comprennent pas bien les items, ils peuvent varier de réponses dans le temps, ils peuvent falsifier les réponses, parfois ils n'arrivent pas à apprécier leur somnolence et les corrélations avec les latences d'endormissement objectives sur les tests itératifs de latence d'endormissement notamment ne sont pas excellentes. Donc si l'Epworth a autant de limites, est-ce qu'il existe d'autres échelles qui sont plus sensibles, plus spécifiques et de meilleure qualité pour évaluer la somnolence? Nous, on a développé à Montpellier, par exemple, l'échelle de l'hypersomnie idiopathique. Donc elle est spécifique pour cette maladie, mais en fait, elle peut tout à fait être utilisée dans tous les autres cas de l'hypersomnolence. Pourquoi? Parce qu'elle a 14 items, dont plusieurs qui permettent d'évaluer la somnolence diurne excessive, mais d'autres aussi qui permettent d'évaluer l'allongement du temps de sommeil et l'inertie, et d'autres qui évaluent le retentissement. Donc on se retrouve avec un score total de 0 à 50. Encore une fois, c'est un auto-questionnaire, donc c'est pas très long. C'est plus long que les Epworth, hein, donc vous voyez, là je l'ai pris en photo, en screenshot et en petit, mais c'est quand même pas extrêmement long. Et donc il y a des questions spécifiques, notamment par exemple, comment vous sentez-vous après une sieste? Est-ce que vous êtes très somnolent, éveillé, très éveillé? Est-ce que vous jugez que votre hypersomnolence est une gêne pour la conduite automobile? Oui, très importante, moyennement, faiblement, aucune gêne. Voilà, donc on a un questionnaire beaucoup plus complet que les Epworth. Il y a aussi, encore une fois, des composantes comme les Epworth, mais on va plus loin dans l'interrogatoire, le phénotypage de la somnolence. Donc c'est une échelle qui est pas forcément en libre accès si vous l'utilisez pour la recherche. Donc si vous voulez faire des articles scientifiques avec, il faut demander l'autorisation via un site, donc le site de MAPI, ça s'appelle. Mais si vous voulez l'utiliser en clinique pour prendre le temps d'interroger vos patients, là il est disponible en libre accès, vous nous le demandez, corresponding auteur sur l'article et on vous l'envoie bien sûr sans problème. Les tests maintenant pour évaluer objectivement la somnolence. Donc on a ces fameux tests itératifs de latence d'endormissement et puis les tests de maintien d'éveil, dont je vais vous parler. L'enregistrement continu pour mesurer l'allongement du temps de sommeil. L'actimétrie, donc ces petites montres qui permettent de mesurer le reflet, enfin l'activité motrice. Donc ça va être un reflet du rythme veille-sommeil. Et puis d'autres tests qu'on utilise un petit peu moins, tests de réveil forcé, et puis le psychomoteur vigilance task. Donc on va parler de quelques-uns de ces tests. Alors le plus important, c'est les latences d'endormissement sur le TIL, donc le test de latence d'endormissement, qui est l'examen de référence. Donc on allonge le sujet dans une pièce sombre, c'est très important. La consigne est de ne pas lutter contre le sommeil, donc il ne faut pas dire essayez de vous endormir, sinon les gens vont stresser et ne pas arriver à s'endormir. Il y avait une expérience assez célèbre où ils avaient pris une 60aine de personnes, ils avaient dit dans une salle, le premier qui s'endort gagne l'équivalent de 10 000 euros, 10 000 francs à l'époque. Et en fait, évidemment, personne ne s'endort. Parce qu'on ne peut pas s'endormir volontairement, puis il y a l'excitation, l'adrénaline, voilà. Donc l'endormissement volontaire est quand même assez difficile, surtout dans certaines circonstances. Donc là, dans une circonstance d'un hôpital avec des électrodes, etc., il faut dire essayer de ne pas lutter contre le sommeil, c'est beaucoup plus productif pour obtenir du sommeil. Donc 5 sessions espacées de 2 heures, et la nuit précédente, il faut avoir au moins 6 heures de sommeil, c'est extrêmement important. Si vous n'avez pas ces 6 heures de sommeil, vous risquez d'avoir une certaine privation de sommeil qui va potentiellement fausser les tests. Donc ça fait vraiment partie des recommandations. Il faut enregistrer le sommeil la nuit précédente, vous ne pouvez pas faire que les TIL.
Donc, je ne sais pas si vous êtes amené à faire des TIL dans votre pratique, ou si des gens, enfin, vous pouvez recevoir des gens en consultation qui en ont fait ailleurs. En tout cas, dans tous les cas, vérifier que ça a bien été fait, que ce n'est pas juste un test isolé, que la nuit précédente, ça a été fait. Et il y a des recommandations, donc encore une fois, par exemple les recommandations françaises, qui sont facilement trouvées sur Internet en libre accès, et puis les recommandations américaines de 2021, où là, ils vont vraiment tout vous expliquer comment faire. Je vous ai mis, je crois, 3 ou 4 diapos avec des extraits de ces recommandations pour vous montrer que c'est poussé, ce qu'ils vous proposent en termes de détails. Donc, ils vous disent, par exemple, ici, que le patient doit dormir suffisamment à la maison. Donc, ils ne disent pas exactement combien, mais il ne doit pas être privé de sommeil. Donc moi, je vous ai dit 6 heures de sommeil la nuit précédente, mais ça paraît aussi logique qu'il ne soit pas privé de sommeil de façon chronique, sinon il y a une cause évidente à la somnolence. Et donc, ils vous disent ici que ça serait mieux si c'était documenté par un agenda de sommeil et ou par une actigraphie pendant 2 semaines. Donc c'est quand même, voilà, en pratique, nous, dans les centres de référence, on fait plutôt des agendas de sommeil. C'est pas facile de faire des actigraphies à tout le monde, mais c'est bien d'avoir ça pour vérifier le temps de sommeil. Si les gens portent une CPAP, théoriquement, il faut donc bien vérifier que la CPAP est bien portée, donc que les patients l'utilisent bien, suffisamment longtemps, qu'il y a voilà, une bonne adhérence, pas de fuite, etc. Et on peut l'utiliser aussi pendant les tests itératifs de latence d'endormissement. Donc ça, c'est un peu plus compliqué, mais normalement, ça se fait, surtout chez des patients qui ont l'habitude, mettre la CPAP pendant les tests. Les traitements, on va en reparler, c'est extrêmement important. Dès qu'il y a des médicaments qui ont un effet sur la somnolence, la vigilance, le sommeil paradoxal, il faut absolument les arrêter 2 semaines avant le test au minimum. C'est 2 semaines, mais en fait, c'est 5 demi-vies du médicament. Donc, je vais vous montrer des exemples après. Les 6 heures, les fameuses 6 heures de sommeil de la nuit précédente, elles sont écrites ici. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc l'utilisation de la CPAP pendant la nuit, bien sûr, mais aussi pendant les tests, pendant les TIL. Et puis, un petit mot sur la définition de l'endormissement. Donc, on considère que l'endormissement au test, c'est la première époque de n'importe quel stade de sommeil. Donc, ce n'était pas le cas avant, il fallait 3 époques. Maintenant, c'est une seule époque d'un seul stade de sommeil. Donc ça, c'est pour les tests itératifs de latence d'endormissement. Maintenant, les tests de maintien d'éveil. Alors, je vais peut-être juste faire une petite pause. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant sur mon topo, sur les TIL, ou des remarques, ou des choses qui vous interpellent, ou vous n'êtes pas forcément d'accord? Oui. Oui. Parce que ça se passe en journée. Oui. Il faut imposer de mettre une CPAP si le malade est diagnostiqué à sa sommeil. Alors effectivement, ils le disent ici, ouais, c'est normalement, alors c'est un peu permissif, parce que je vous avoue qu'en pratique, il y a des gens qui ont quand même du mal pour 20 minutes de test de mettre une CPAP. Donc en fait, ce qu'ils ont écrit là, c'est should use, donc ils devraient l'utiliser. Donc c'est pas non plus du 100%, mais quand même, si on peut le faire, voilà, en gros ce qu'ils disent, c'est que si on peut le faire, c'est mieux. Voilà, mais si par contre la personne dit « Ah non, moi si je mets la CPAP, là pendant la sieste, 20 minutes, je ne vais pas du tout arriver à m'endormir », là on ne le fait pas. Mais par contre pendant la nuit, là c'est non négociable, il faut vraiment le mettre. Oui ? Concernant l'agenda de sommeil, oui. C'est le même agenda qu'on utilise pour diagnostiquer les insomnies ? Oui, tout à fait. Oui. Les agendas de sommeil sont assez standardisés. Alors moi, je vous en ai proposé un ici, c'est l'agenda du réseau Morphée en France. Mais je pense honnêtement tous les agendas se valent, c'est juste une question d'habitude d'utilisation. Et oui, c'est les mêmes agendas. C'est vraiment très utile sauf que du coup, ça va pas du tout être comme dans l'insomnie, parce que vous allez avoir la flèche vers le bas et tout de suite l'endormissement. Souvent, les gens très somnolents qui dorment beaucoup, ils s'endorment tout de suite, ils n'ont pas beaucoup de veille intra-sommeil. Mais on va pouvoir vraiment compter le temps de sommeil et notamment voir sur les gens qui font des rebonds de sommeil pendant le week-end. On va le voir très bien sur les agendas.
C'est le même agenda. Ok. Donc voyons maintenant. Oui. Et donc chaque test c'est 20 minutes. Oui. Et combien de temps après le petit-déj? Alors, il n'y a pas de règle par rapport au petit déjeuner. Par contre, il y a une règle par rapport au réveil le matin. Donc, c'est 2 heures minimum après le réveil. Donc, en fait, si la nuit de sommeil, elle est par exemple de 23h à 7h du matin, le premier test, il est à 9h. Il ne faut pas le faire à 8h. Il y a des labos de sommeil où ils font le test de 22h à 6h. Donc, ils peuvent commencer un peu plus tôt. Par exemple, le premier test à 8h, mais pas avant. Il faut au minimum 2 heures avant l'éveil. Mais par contre, petit déjeuner, ça paraît un peu surprenant, je suis d'accord avec vous, mais il n'y a pas de consigne par rapport au petit déjeuner. Peu importe, les gens font ce qu'ils veulent. Et si c'est conclusif au deuxième test, on fait quand même les 3 autres? Alors, c'est une bonne question. En fait, le test, il s'interprète sur les 5 siestes. C'est très important de ne pas utiliser une seule sieste ou deux siestes. En fait, ce qu'on va mesurer, c'est la moyenne d'endormissement sur les 5. D'accord? Donc, ce n'est pas un test, même si la personne s'endort très vite au premier, ça n'a aucune valeur diagnostique. Il faut vraiment faire les 5 tests et ensuite on mesure à chaque fois la latence et on fait la moyenne des 5. Et c'est comme ça qu'on fait les diagnostics de somnolence, parce qu'on va avoir donc une moyenne inférieure à 8 minutes qui va être pathologique. Si on est au-delà de 8, normalement c'est normal. Bon, il y a plein de cas discutables. Si on est en dessous de 8, c'est clairement pas normal. Mais c'est vraiment la moyenne des 5. Et c'est très important parce qu'il y a plein de cas où, par exemple, imaginons si on est très long dormeur, les premiers tests du matin, on va s'endormir facilement. Mais après, au fur et à mesure de la journée, on va de moins en moins s'endormir. Il y a un autre effet, c'est l'effet du début d'après-midi, où on peut s'endormir plus facilement en général, mais par contre, en fin de matinée ou en fin de journée, c'est un peu moins facile. Donc c'est vraiment les 5 tests qu'il faut faire, il ne faut pas du tout s'arrêter au premier, il faut faire les 5 pour interpréter. D'accord ? Et si l'endormissement en sommeil paradoxal sur les 2 premiers tests, oui. Aussi on fait les... Oui, bien sûr. Pour le diagnostic, bien sûr. Donc effectivement, je n'ai pas parlé du sommeil paradoxal, mais donc c'est le deuxième paramètre qu'on regarde, donc la latence d'endormissement, et ensuite l'apparition du sommeil paradoxal. Donc effectivement, on va compter le nombre de sommeil paradoxal, de phases de sommeil paradoxal qui apparaissent dans les tests, et c'est pathologique à partir de 2, avec encore une fois une moyenne d'endormissement courte, et effectivement, on est quand même obligé de continuer les tests parce que même si on a 2 endormissements en sommeil paradoxal aux 2 premiers, il nous manque l'information de la latence d'endormissement moyenne pathologique. Même si le sommeil paradoxal est déjà pathologique, le fait d'en avoir 2, je suis d'accord avec vous, c'est déjà pas normal. Voilà. Et on a aussi cette tendance à faire plus de sommeil paradoxal sur les premiers tests du fait de la pression circadienne. Vous savez que dans une nuit de sommeil, on a peu de sommeil paradoxal au début, on en a beaucoup à la fin. Et donc, encore une fois, si on fait les tests tôt le matin, on peut avoir du sommeil paradoxal qui apparaît de façon physiologique, en fait. Donc, il faut vraiment continuer les tests après. Voilà. Et dans les critères de la narcolepsie, je ne sais plus si je vous en parle après, mais on a maintenant également le sommeil paradoxal la nuit qui compte. Donc, si on a un endormissement en sommeil paradoxal la nuit, plus 1 la journée, on est déjà pathologique. Voilà. Ça, c'est le cas depuis 2014, la classification actualisée. Avant, c'était juste la journée. Maintenant, c'est nuit et journée. Est-ce que dans un cycle de sommeil, c'est obligatoire de passer par un sommeil paradoxal? C'est pas obligatoire, c'est en général ce qui se passe dans un cycle normal, mais après il y a plein de variabilités, il y a plein de particularités, donc on va pas toujours avoir effectivement du sommeil paradoxal, surtout les cycles du début de nuit, où il y a peu de sommeil paradoxal par définition, on peut très bien sauter le premier cycle. Voilà, c'est pas anormal. Et puis ça varie beaucoup, donc voilà, c'est ce qu'on décrit dans les livres en théorie, mais en pratique, c'est pas toujours comme ça dans les enregistrements. Donc le deuxième test, le gold standard, c'est le test de maintien d'éveil.
Donc celui-là, ce n'est pas un test diagnostique, mais c'est un test qui mesure la vigilance. Donc cette fois, le sujet n'est pas allongé, il est assis. Il n'est pas dans un lit, donc il est dans un fauteuil. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc semi-pénombre. Il y a une petite lumière douce, voilà, légère plutôt que douce. 4 sessions espacées de 2 heures et non pas 5. La consigne, c'est de rester réveillé et ça dure à chaque fois au maximum 40 minutes. Donc si on ne s'endort pas, on reste réveillé, donc on laisse tourner le test pendant 40 minutes. Il y avait un seuil pathologique pour le TIL, c'était 8 minutes, je vous l'ai dit, alors que pour le test de maintien d'éveil, c'est beaucoup plus discutable. Il n'y a pas de consensus sur le seuil. Donc il y a des seuils qui sont proposés, mais ce n'est pas absolument clair et définitif. Donc 19 minutes par exemple, ou 33 minutes, c'est un test qu'on utilise beaucoup pour le risque accidentologique. Évidemment 40 minutes, si on ne dort à aucun des tests, on est quand même sûr que c'est normal. C'est très utile pour mesurer l'efficacité de la prise en charge. Donc si on a pris un patient en TIL, on a introduit un traitement, quel qu'il soit, donc une CPAP si c'était un patient apnéique, un traitement éveillant s'il y avait besoin d'un traitement éveillant, on va pouvoir mesurer l'efficacité en donnant la CPAP, le traitement, et en vérifiant si le patient tient bien réveillé. Donc ça, c'est les tests de maintien d'éveil. Pour mesurer l'allongement du temps de sommeil, donc on fait des tests du sommeil en continu sur 24 heures au minimum. Dans la classification des troubles du sommeil, on dit que c'est pathologique au-delà de 11 heures sur 24 heures, mais on se rend compte que c'est pas bien standardisé et qu'on pourrait faire beaucoup mieux avec des publications scientifiques pour essayer de standardiser ces tests qui ne sont pas du tout faits pareil. Si vous allez dans plein de labos du sommeil, si vous allez visiter au niveau international, mais même au sein d'un même pays, et la France est un bon exemple, vous allez dans une ville ou une autre, vous n'aurez pas forcément les mêmes tests pour mesurer l'allongement du temps de sommeil. Donc ça, c'est pas génial, on n'est pas très bon, je trouve, en médecine du sommeil pour ça. Et on a quand même quelques études pour mesurer, alors je vous parle après de l'actimétrie, et je vous montre d'abord cette étude que j'ai déjà montrée hier. Donc nous, on fait ce protocole à Montpellier, qui est pour le coup validé scientifiquement, mais qui est quand même assez difficile à mettre en place. En fait, c'est des enregistrements de 32 heures. Donc ce qui va se passer, c'est que d'abord, on va faire un test classique, polysomnographie et test itératif de latence d'endormissement. Ensuite, on va attendre quelques mois. Donc, vous voyez, c'est écrit ici, j'arrive même pas à lire, mais en tout cas, il y a quelques mois d'attente. Et ensuite, on va faire cet enregistrement prolongé. Donc, il y a d'abord une nuit de sommeil, puis des tests de latence d'endormissement modifiés, où en fait, on va réveiller les patients, on ne va pas les laisser dormir, on va juste faire la latence d'endormissement et on va les réveiller tout de suite. Et ensuite, on va commencer le test de 32 heures le soir à 23 heures, jusque donc une nuit, une journée entière, puis encore une nuit. Et on les réveille à 7 heures le dernier jour. Donc là, on se retrouve avec 32 heures d'enregistrement dans des conditions contrôlées, donc pas de repères temporels, pas de montre, pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, luminosité constante, pas d'intervention humaine, donc personne ne vient les voir, sauf pour les repas, c'est eux qui appellent, donc ils ont le bip évidemment pour les infirmières, et ils demandent le repas aux heures qu'ils veulent. Donc ils n'ont aucune idée de l'heure qu'il est, et ils dorment autant qu'ils veulent pendant tout ce process. À votre avis, pourquoi on modifie ici les tests de latence d'endormissement? Pourquoi on réveille les gens à chaque fois, on les empêche de dormir? Quel est l'intérêt d'avoir fait ça? C'est un peu expérimental, hein, mais est-ce que vous avez une idée Si tu les laisses dormir, ils vont augmenter potentiellement de 10 minutes et jeter 32 heures ouais. Total de semaine. C'est ça, c'est qu'en fait, quand on fait des tests itératifs de latence d'endormissement, ouais, en fait, normalement, on laisse les gens dormir, et du coup, des fois, ils s'endorment vite ou pas,
mais ensuite le temps, on est obligé de le laisser tourner le test pendant 15 minutes pour voir le sommeil paradoxal. Et donc on va se retrouver finalement avec 5 siestes dans la journée, et en fait c'est jamais les mêmes siestes. Donc il y a des gens qui vont dormir 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, ça va être très différent. Donc pour standardiser la pression de sommeil, ce qu'on appelle la pression homéostatique du sommeil, on les empêche de dormir, et comme ça on a une procédure standardisée où on est sûr que tout le monde fait pareil, et on peut contrôler la pression de sommeil en fait. Et justement, comme vous dites, ne pas impacter la nuit qui suit. Ok ? Donc ça c'est un protocole, encore une fois, validé scientifiquement, il peut être utilisé, vous avez dans l'article, tout est expliqué comment le faire, mais c'est vrai que c'est quand même long, contraignant, ça coûte cher, donc c'est pas faisable partout, on en a bien conscience. Juste un petit mot sur l'actimétrie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est quand même très utile si vous arrivez à avoir des actimètres et à coupler actimétrie et agenda de sommeil, vous avez des informations précieuses parce que vous avez finalement des informations en vie réelle. Donc l'actimètre, il est porté 2 semaines ou 3 semaines à la maison, vous pouvez voir, calculer le temps de sommeil moyen, voir vraiment ce que font les gens chez eux en conditions réelles, donc c'est très, très pertinent et intéressant. Ensuite, on a les mesures de la qualité de la veille. Donc le test, par exemple, de temps de réaction, le Psychomotor Vigilance Task, où donc on a une lumière qui apparaît et puis on doit appuyer le plus vite possible pendant 5 minutes ou 10 minutes. Après, il y a des simulateurs de conduite, donc des petits volants comme ça avec des pédales, et en fait on va mesurer les dépassements de ligne, les franchissements de ligne. Donc ça dure pareil 40 minutes, et puis à chaque fois que la ligne est franchie, on considère que c'est un endormissement. Les ondes P300 au réveil, la SART. Donc la SART, ça ressemble au test au Psychomotor Vigilance Task, sauf qu'il y a en plus le fait de ne pas appuyer quand on voit le chiffre 3 apparaître. Et donc ces deux examens, le PVT et ces deux tests, le PVT et la SART, sont assez utilisés en médecine du sommeil et assez validés pour le coup par plusieurs publications scientifiques. Voilà, notamment dans des populations particulières comme les traumatisés crâniens ou les gens qui ont du TDAH. Et puis pour finir, je l'ai déjà montré hier, mais je pense que c'est important de savoir que les objets connectés à l'heure actuelle, même s'ils sont utiles, ne sont pas encore validés pleinement pour mesurer l'hypersomnolence. Ça peut être utile quand les gens viennent et vous disent moi j'ai une montre connectée, en fait je dors beaucoup, regardez, ouais ça peut aider, ok, mais ça fait pas de diagnostic et c'est loin d'être parfait parce qu'en fait tous ces objets marchent très très bien chez les gens qui n'ont aucun problème de sommeil en fait. C'est des algorithmes validés. Donc si on prend par exemple des sportifs ou des jeunes en bonne santé, les montres Garmin, tous ces dispositifs, ça marche plutôt bien. Par contre, si on prend des gens qui ont de la narcolepsie, des troubles du comportement au sommeil paradoxal, du somnambulisme, de l'insomnie, là, c'est plus validé, ça commence à faire des choses bizarres, donc vraiment se méfier des résultats qui sont sortis par ces dispositifs, c'est pas bien validé. Donc ça, toute cette première partie, j'ai terminé, c'était sur le bilan de la somnolence, et après on va passer aux causes. Est-ce que vous avez des questions sur le bilan ? J'ai bien détaillé, donc les échelles, les tests. Est-ce que c'est OK ? Le test qui est un peu plus simplifié de Bordeaux. Pardon, lequel ? Celui qui est fait à Bordeaux, qui est diffusé par... Le questionnaire, vous voulez dire ? Questionnaire, oui. La BOSS ? La BOSS, oui. C'est ça, ouais. Alors oui, ça fait partie. Donc effectivement, je ne vous ai pas listé tous les questionnaires qui existaient. En fait, il a l'air simple, pas court. Oui. En fait, c'est un questionnaire qui est intéressant parce qu'il est centré sur la conduite. En fait, c'est que quelques questions. Alors, je ne sais plus si c'est 4 ou 5 questions qui va regarder la sévérité de la somnolence en lien avec la conduite automobile. Donc, c'est pas la somnolence en général, c'est vraiment la somnolence dans la conduite pour voir le risque accidentel finalement. Donc oui, c'est une très bonne échelle.
Effectivement, je ne vous ai pas fait la liste de toutes les échelles qu'il existe, parce qu'il en existe tellement que c'est vraiment... voilà, on pourrait aller très très loin, notamment si on commence à parler de la somnolence chez les enfants. Voilà, il y a beaucoup d'échelles qui existent. Donc là, par simplicité, je vous ai parlé de l'Epworth, de l'échelle de Montpellier d'hypersomnie idiopathique, mais effectivement, la BOSS, c'est une bonne échelle aussi. On peut tout à fait l'utiliser pour le risque accidentel. Elle est validée et elle est intéressante. S'il vous plaît, oui. Sur les prix des oxymètres. Alors, c'est assez cher. J'avoue, nous, en recherche, on utilise des dispositifs qui nous coûtent, je dirais, autour de 600 €. Voilà, entre 600 et 800 €. Il en existe probablement des moins chers et probablement des plus chers aussi. Mais voilà, l'hôpital public à Montpellier, quand on essaye d'avoir un bon rapport prix-qualité, on a des petits dispositifs autour de 600 €. Donc c'est quand même assez cher. Pour le patient et oui, tout à fait. Ouais. Et je vous avoue que c'est arrivé qu'on en perde quelques-uns. Ouais, que les gens ne les ramènent pas, ou qu'ils les oublient, ou autres, ou qu'ils ne nous donnent jamais de nouvelles. Mais c'est quand même assez rare. Souvent, les gens font quand même attention. Surtout, on les donne pas à n'importe qui non plus, quoi. Donc, les gens sont motivés, ils ont envie de savoir ce qu'ils ont. En plus, ils peuvent pas interpréter, finalement, ils peuvent pas s'en servir tout seul. Il faut un logiciel. C'est pas comme une montre connectée, quoi. C'est juste un petit truc, on peut pas s'en servir tout seul, quoi. Il faut pas dire aux gens d'acheter parce que c'est pas pour les montres connectées. Mm. Ça peut vous aider dans votre pratique. Bah, franchement, moi, honnêtement, ça m'aide pas trop, mais je connais plein de gens que ça aide. Donc je pense qu'il faut pas être... voilà, faut voir, ça dépend du temps que vous avez à la consultation, parce que des fois, ça peut être aussi pas pratique quand c'est des choses qu'on connaît pas. On passe un certain temps à essayer de comprendre les images sorties. Moi, je sais que j'ai déjà essayé, par exemple, sur les Garmin. À chaque fois, je suis là, mais c'est quoi ce truc? Je connais pas. Enfin, en fait, ça prend quand même du temps. Je pense, donc moi je le fais pas trop, mais je pense que ça peut quand même être utile pour compléter l'interrogatoire en fait. Et on peut le laisser pour le patient. Bien sûr. On peut le garder, c'est sa montre. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est quand même... et je pense que ça fait partie quand même de l'avenir de la médecine du sommeil. Enfin, j'en suis convaincue. Je vous ai dit, à l'heure actuelle, on n'a pas trop de validation scientifique, mais ça va venir, c'est certain. C'est tellement utilisé. Maintenant, tout le monde a... Voilà, les gens dorment avec leur téléphone. Enfin, tout le monde a des objets connectés plus ou moins de qualité. Et je pense que ça viendra. Ça viendra. C'est pas encore parfait, mais ça viendra. Donc maintenant, la partie sur les causes. D'autres questions sur le bilan? Non, c'est bon. Donc maintenant, on va aborder les causes de l'hypersomnolence. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais on va simplifier en regardant 6 grands cadres étiologiques. Je pense que si vous arrivez à regarder 6 grands cadres, vous avez une bonne idée à l'interrogatoire de ce vers quoi, ce qu'il faut chercher. Donc là, c'était juste un extrait de la classification des troubles du sommeil. Et donc, on s'intéresse à cette partie, donc hypersomnolence. Donc, les 6 grandes causes, elles sont listées ici. On va les voir une par une. Donc, la première, bien sûr, c'est la privation de sommeil. Ensuite, on a toutes les causes iatrogènes et toxiques, avec les médicaments, les substances. Les causes psychiatriques, bien sûr, tout ce qui perturbe le sommeil de nuit, donc notamment l'apnée du sommeil. Les hypersomnolences d'origine centrale, donc comme la narcolepsie, par exemple. Et puis, vous allez voir d'autres causes médicales. Donc, hier, il y avait un symposium sur l'obésité. Donc, ça fait partie des autres causes médicales qui peuvent induire la somnolence. Donc, comment diagnostiquer la privation de sommeil? Tout simplement par l'interrogatoire. Comme je vous disais tout à l'heure, à quelle heure vous couchez, à quelle heure vous vous levez, la semaine, le week-end, souvent c'est différent. Et puis, l'agenda de sommeil qui peut, ou vraiment, des fois, ça peut nous sauter aux yeux. Moi, ça m'arrive très souvent. À l'interrogatoire, je ne détecte pas de privation de sommeil, mais sur l'agenda de sommeil, ça me saute aux yeux. En fait, monsieur, madame, vous ne dormez pas assez. Clairement, là, vous avez 4 heures de sommeil cette nuit, là, vous vous rendez compte? Ah oui, non, c'est vrai, je ne me rendais pas compte. Voilà, donc vraiment, l'agenda, des fois, peut vous aider. Mais l'interrogatoire, des fois, est suffisant. Donc, encore une fois, ce fameux agenda du réseau Morphée, je vous l'ai déjà montré. Le temps de sommeil, c'est quand même assez difficile. Alors là, c'est une petite diapo que je montre chez l'enfant. Attendez, je sais pas,
zapper une diapo. Le temps de sommeil chez l'adulte, donc ça c'est une figure extraite du consensus. C'est quand même pas évident de savoir ce que c'est le temps de sommeil parce que c'est très variable. On a tous des temps de sommeil différents. Donc à partir de quand on dit que quelqu'un est privé de sommeil? C'est pas évident, mais on dit en général qu'en dessous de 5 ou 6 heures par nuit, ça commence à être court. Donc un court dormeur qui a besoin de 6 heures par nuit, c'est ok, mais dans ce cas, il ne va pas venir vous consulter pour somnolence. Ces gens-là, les authentiques courts dormeurs, ils ont beaucoup de chance, ils ont besoin de 6 heures de sommeil, mais ils ne viennent pas en consultation. Par contre, quelqu'un qui est somnolent et qui vous dit dormir 6 heures ou 5 heures et demie par nuit, là, c'est pas normal. Okay. Par contre, chez les enfants, c'est beaucoup plus difficile. Donc ici, je vous ai montré les recommandations de l'American Academy of Sleep Medicine. Et vous voyez qu'il y a une grosse marge. Donc par exemple, si on prend un enfant de 3 à 5 ans ou de 6 à 12 ans, on est entre 10 et 13 heures par 24 heures ou 9 et 12 heures. Donc c'est quand même des ranges assez larges. Malgré tout, ça donne des bons indices. Si vous avez un enfant entre 3 et 5 ans qui dort moins de 10 heures sur 24 heures, attention, il est potentiellement privé de sommeil. D'accord ? C'est rare chez l'enfant, mais ça peut arriver si les parents doivent se lever très tôt et donc réveillent les enfants, et puis le soir, ils jouent longtemps, ils regardent la télé. Voilà, donc ça peut arriver. Donc ça, c'était pour le temps de sommeil. Maintenant, les causes iatrogènes et toxiques. Donc ça, c'est extrêmement important de bien interroger les gens et de leur demander aussi à quelle heure ils prennent les traitements. Donc si vous avez quelqu'un qui vous dit moi je prends des antihistaminiques telle dose, ok, très bien, à quelle heure vous les prenez? C'est pas du tout la même chose de prendre un antihistaminique ou une benzodiazépine le soir au coucher ou en pleine journée, d'accord? Donc vraiment la dose, l'horaire de prise compte énormément. Ici je vous montre un schéma que j'avais fait pour les étudiants en médecine. Donc vous avez une coupe de cerveau avec tous les noyaux, ça fait un peu le sapin de Noël, toutes les boules, ce sont les noyaux impliqués dans la régulation de la veille et du sommeil. Donc par exemple le VLPO, le locus ceruleus, etc. Et ici vous avez les neurotransmetteurs impliqués dans la régulation de la veille et du sommeil. Donc il y a un petit moins pour les neurotransmetteurs sédatifs, un petit plus pour les neurotransmetteurs éveillants. Et vous voyez que la sérotonine, elle n'a rien parce qu'en fait, elle peut être les deux. Elle peut être sédative ou éveillante. C'est un peu une particularité. Et ce qui est intéressant, c'est que donc il y a plein d'exemples de substances, de molécules où on comprend très vite comment ça marche. Donc par exemple, les benzodiazépines, ce sont des agonistes du GABA. Donc ils vont favoriser le GABA, donc favoriser la sédation. Autre exemple, les neuroleptiques, ce sont des antagonistes de la dopamine, donc ici, en jaune, donc antagonistes d'un transmetteur éveillant, donc on est sur quelque chose de sédatif. Les antihistaminiques, je vous ai dit l'exemple tout à l'heure, ils sont contre l'histamine, qui est un neurotransmetteur éveillant. Voilà. La nicotine, sur l'acétylcholine, etc. Donc on a vraiment beaucoup de substances qui ont une influence sur la veille et sur le sommeil. Et en fait, ce qui est important, c'est de ne pas seulement recueillir les substances sédatives, mais aussi les substances éveillantes, parce qu'en fait, on peut avoir des phénomènes de sevrage. Donc, quelques exemples très concrets. Quelqu'un qui prend des corticoïdes pendant un certain temps, qui arrête les corticoïdes, rebond de somnolence, parce qu'en fait, on était éveillé grâce aux corticoïdes. C'est la même chose pour la caféine. C'est la même chose pour le tabac. Donc vraiment, il y a plein d'exemples de sevrage, où on peut avoir des rebonds de somnolence en post-sevrage. Et ici, vous avez la liste, donc encore une fois, issue de ce fameux consensus français. Donc on vous a fait une table avec une liste des substances et des traitements qui peuvent avoir une influence sur le sommeil. Donc on avait mis la classe thérapeutique, ici, sur la première colonne. Ensuite, on a donné des exemples de médicaments de cette classe. Et ensuite, on a dit les effets qu'on avait sur la vigilance et sur le sommeil. Donc, avec un degré. Donc ici, par exemple, sédatif avec des petits plus. Donc, s'il y a un petit plus, ça veut dire que c'est un petit peu... Non, s'il n'y a pas la... Ah si, c'est là-haut. Un petit plus, c'est légèrement sédatif.
2 petits plus, c'est sédatif. 3 petits plus, c'est très sédatif. Les antiépileptiques, comme le Lamictal, par exemple, qui est aussi utilisé en psychiatrie, tout le monde ne sait pas que c'est une molécule qui est un petit peu éveillante. Donc voilà, si on la prend le matin, c'est mieux parce que ça réveille un petit peu. Si on la prend le soir, ça peut rendre un peu insomniaque. Voilà. Donc il y a vraiment plein de subtilités, plein de classes pharmaceutiques à considérer. Et de façon importante aussi, je ne l'ai pas écrit ici, mais il y a beaucoup de médicaments psychotropes qui ont un effet sur le sommeil paradoxal. Donc vous en parliez tout à l'heure, le fait d'avoir du sommeil paradoxal dans les tests de latence d'endormissement, il faut faire très attention aux médicaments parce que certains traitements vont soit donner plus de sommeil paradoxal, soit le supprimer et selon le moment où on le prend ou on l'arrête, donner des rebonds de sommeil paradoxal. Et ça, c'est très vrai pour les antidépresseurs. Donc si quelqu'un qui est sous antidépresseur au long cours, il arrête 3 jours avant le test, vous allez avoir un rebond, vous allez avoir des endormissements en sommeil paradoxal, des faux positifs en fait. Des gens qui dorment facilement en ASP à cause du traitement, enfin du sevrage en traitement. Est-ce que vous avez des questions sur les traitements? Parce que c'est assez compliqué, oui. Parce qu'ils sont sous hypnotique, est-ce qu'on le cycle normal comme le sommeil, comme par rapport à notre expérience, est-ce qu'ils ont un cycle normal? Ça passe par des phases de cycle normal. J'ai pas compris, excusez-moi, les débuts de la question. Les patients qui sont sous hypnotique ou bien des sédations, est-ce qu'ils ont un cycle normal de sommeil? Alors ça dépend des hypnotiques, ça dépend de la dose, ça dépend de l'heure de prise, donc c'est pas facile de vous répondre. Globalement, les cycles, si c'est un somnifère classique, on va dire, par exemple le Zopiclone ou voilà, des choses comme ça, les cycles sont conservés, d'accord? L'architecture du sommeil, elle est conservée. Par contre, on va voir, par exemple, un peu plus de stade 2, ça c'est assez classique, un peu moins de sommeil profond, un peu plus de sommeil lent léger, stade 2, et on peut avoir aussi un peu plus de fuseau de sommeil, et puis des rythmes rapides, ce qu'on appelle des rythmes rapides. Mais c'est pas une généralité, parce qu'encore une fois, ça dépend de la dose, ça dépend si on le prend vraiment très tard au coucher, de l'âge de la personne aussi, si elle le prend depuis 10 ans, 20 ans ou une semaine. Donc les effets, en fait c'est très compliqué les effets des médicaments sur le sommeil, parce que ça dépend de plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Je peux vous donner quelques exemples, et c'est pour ça que quand on fait des tests en laboratoire du sommeil, on dit vraiment qu'il faut éviter de le faire sous médicaments, parce qu'en fait on ne maîtrise pas cette partie, on peut se retrouver avec des résultats qu'on n'arrive pas à interpréter en fait. Donc si tout est normal, c'est ok. Voilà, on dit bon bah voilà, c'est bon, la personne va bien, mais si on trouve des anomalies, on va dire est-ce que c'est la maladie ou est-ce que c'est le médicament? Et si c'est le médicament, dans quelle mesure? On n'a souvent pas la réponse. Donc il vaut mieux faire les tests sans médicaments, vraiment, c'est ce qui est recommandé, voilà, pour vraiment bien les interpréter. Et du coup, ça peut être assez long et compliqué, notamment les patients qui sont sous antidépresseurs. Si on veut faire des tests dans les bonnes conditions, il faut arrêter les antidépresseurs. Et je vous disais tout à l'heure 2 semaines, c'est vraiment un strict minimum. Sur certains antidépresseurs, c'est même 3 semaines pour éviter le rebond de sommeil paradoxal. Donc c'est 5 demi-vies du médicament. Voilà, si vous vous intéressez à la pharmacologie, vous allez voir dans le Vidal la demi-vie du médicament, et puis vous vous arrêtez en fonction de ça, le temps suffisant avant le test. Et c'est pas toujours évident de le faire en pratique clinique, quoi. En atelier, ça va, mais quand on a le patient en face, faut prendre le temps d'expliquer, il faut prévoir le sevrage, etc. Okay. Oui. Vous avez parlé des effets des médicaments, qu'en est-il par rapport à l'alimentation? Lesquels sont préconisés pour aider à l'endormissement et ceux qui empêchent en fait Alors c'est une bonne question, donc il n'y a pas énormément de recommandations, je dirais, pour ça. Ce qui est sûr, il y a quelques grandes choses qu'on sait sur alimentation et sommeil, c'est que les repas très riches et très sucrés vont favoriser le sommeil. Ça, c'est sûr. Enfin, ça va avoir un effet un petit peu somnogène. Voilà, quand on a mangé beaucoup, on a tendance à plus dormir. L'autre chose, c'est avant le sommeil de nuit, c'est le timing du repas.
Donc là, peu importe ce qu'on mange, mais c'est quand même mieux de manger 2 heures avant l'endormissement si on veut avoir un bon sommeil de nuit. Après, sur les aliments en eux-mêmes, il n'y a pas vraiment de recommandations. C'est plutôt, je dirais, ceux qui contiennent de la caféine ou des choses un petit peu éveillantes, donc les boissons. La vitamine C, ça joue, mais c'est pas majeur. Voilà, si on le prend vraiment le soir au coucher, ça peut perturber un petit peu, mais c'est pas non plus énorme. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de recommandations. En tout cas, dans les recommandations américaines, là, que je vous ai montré tout à l'heure, ils ne parlent pas de l'alimentation. Mais après, on sait beaucoup de choses. Je pense qu'on pourrait faire un topo entier sur alimentation et sommeil. C'est des choses qu'on sait par expérience, mais souvent l'effet est assez finalement léger et variable selon les gens. Donc on n'en fait pas des recommandations claires, des tableaux comme on fait avec les. A contrario, certaines verveines oui. peuvent contenir des. Bien sûr. Oui, donc tout ce qui est phytothérapie. Alors là, je ne sais pas si on l'avait mis ici. Je me souviens plus si on en parle, mais. Oui, bien sûr. Donc tout ce qui a toutes les plantes, voilà, c'est un peu du même ordre que l'alimentation. Donc on sait très bien qu'il y a certaines plantes qui favorisent l'endormissement, d'autres qui favorisent l'éveil. Donc il faut, je dirais que c'est plutôt du bon sens clinique, hein, ça on le sait. Et puis faire attention, mais ça va pas forcément fausser des tests, sauf si on le fait vraiment, on consomme en quantité excessive, ça va pas fausser les tests en général. Alors ça c'est plus compliqué. Le cannabis, est-ce qu'on l'a mis ici? Le cannabis sur le sommeil, c'est quand même assez compliqué. Les effets du cannabis, parce que ça va agir. Non, on l'a pas mis. Si, ça y est. Je sais plus où on l'a mis, mais je sais qu'on avait bien. Ah oui, c'est là. Voilà. Donc c'est censé être plutôt sédatif. Voilà, plutôt sédatif. Mais c'est assez compliqué parce que ça peut être aussi insomniant. Donc si on en prend beaucoup, en fait, c'est très, c'est assez compliqué. Mais sinon, l'effet est quand même recherché globalement sur un effet plutôt sédatif. Donc médicaments, sommeil, c'est quand même bien compliqué. Un petit mot sur les causes psychiatriques. Donc c'est assez compliqué les causes psychiatriques parce qu'en fait on ne sait jamais quelle est la poule et quel est l'œuf. Donc on sait très bien que dans la dépression il y a énormément de somnolence, ça c'est bien connu. Mais aussi les gens qui sont très somnolents au long cours peuvent devenir déprimés à cause de ça. Parce qu'ils sont tout le temps en train de dormir, ils en ont marre et du coup ils développent des symptômes dépressifs. Donc quelle est la poule et quel est l'œuf, c'est pas facile. Et en plus de ça, pour compliquer le sujet, on a tous les antidépresseurs qui ont des effets variables. Sinon, ça serait trop facile. Donc ici, on vous donne quelques exemples. Donc les antipsychotiques, les anxiolytiques, les benzodiazépines, certains antidépresseurs sont sédatifs, mais on a aussi certains antidépresseurs qui sont éveillants. Donc par exemple l'amyltane, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est plutôt un régulateur de l'humeur qu'un antidépresseur. Mais la fluoxétine est plutôt éveillante. Et puis il y en a qui sont plutôt neutres, comme le lithium par exemple. Il n'y a pas trop d'effet sur l'éveil en général. Voilà, donc on a déjà une condition difficile, mais en plus de ça, les médicaments ont des effets variables, donc c'est assez compliqué. Donc nous, ce qu'on conseille sur le bilan d'une somnolence, si jamais vous n'êtes pas psychiatre, moi je ne suis pas psychiatre, j'utilise facilement des échelles de screening. Donc là, c'est comme tout à l'heure, je donne des exemples, mais si vous en avez d'autres, il n'y a pas de problème. Par exemple, la Beck Depression Inventory, vous allez passer le questionnaire de Beck avec 21 items, et puis vous allez obtenir un score et vous dire lui, potentiellement, il a une dépression, ou en tout cas des symptômes dépressifs. Ça vaudrait peut-être le coup d'aller voir un psychiatre pour faire une évaluation standardisée. Et ensuite, vous avez 2 autres échelles que je vous liste ici. Moi, je ne les utilise pas, mais je sais qu'elles sont très utilisées, HAD et PHQ-4, qui sont aussi des autoquestionnaires faciles en consultation à faire passer pour screener la somnolence, la dépression et l'anxiété. Voilà. Donc ça, c'est assez facile d'utilisation. Les pathologies du sommeil de nuit.
Donc on a évidemment l'apnée du sommeil. Donc si vous êtes, je sais qu'il y a beaucoup de pneumologues dans ce congrès, donc vous connaissez bien cette partie-là. L'apnée du sommeil, qu'est-ce que va faire cette maladie? Elle va fragmenter le sommeil, donc donner de l'hypoxémie intermittente, et donc potentiellement donner un sommeil entre guillemets non réparateur. J'aime pas trop ce terme, mais c'est finalement assez vrai. Si on dort mal la nuit, et ben la journée on est somnolent. On peut avoir aussi des troubles cognitifs, troubles de l'humeur, risque d'accident, et puis on va aussi augmenter la morbimortalité cardiovasculaire. Et donc ça, c'est quand l'apnée n'est pas traitée, mais même quand l'apnée est traitée, on peut se retrouver avec une somnolence résiduelle, donc cette condition dont vous a parlé Maxime Patou hier. Donc l'apnée est très fréquente et on a donc sur ce milliard de personnes dans le monde, 6 à 15% des patients qui sont traités, chez qui il persiste une somnolence résiduelle. Donc on a vraiment beaucoup de patients qui peuvent avoir de la somnolence dans le contexte de l'apnée du sommeil. D'autres causes assez fréquentes de fragmentation du sommeil de nuit, le syndrome des jambes sans repos et les mouvements périodiques des membres. Donc ce sont des maladies qu'on connaît très bien en neurologie. Donc syndrome des jambes sans repos, c'est un diagnostic en veille. Donc c'est des gens qui vont bouger les jambes, qui ne vont pas arriver à trouver le sommeil parce qu'ils sont obligés de remuer les jambes toute la nuit. Et puis souvent, mais pas toujours, on a associé des mouvements périodiques des membres, donc dans 80% des cas, qui sont des petits mouvements pendant le sommeil. Je vous montre ici une vidéo d'un patient en accéléré qui, vous voyez, avait une PPC et qu'on a essayé d'enregistrer pour vérifier l'efficacité de la PPC. Autant vous dire qu'on a, je pense, 1 minute de sommeil sur la nuit. Donc il avait un syndrome des jambes sans repos extrêmement sévère. Il n'a pas réussi à dormir 1 minute en fait. Voilà, obligé de se mobiliser toute la nuit, de se tourner, de bouger les jambes, de se masser. Voilà, impossible de trouver le sommeil. Donc ça c'est un cas très sévère. Évidemment ils ne sont pas tous comme ça, mais le syndrome des jambes sans repos, ça peut être quand même assez terrible, assez handicapant. Parce que vraiment, on a des douleurs dans les jambes qui nous empêchent de rester en place, en fait. Oui. Est-ce que, parce que pour moi, le syndrome de jambes sans repos, le patient peut ne pas savoir qu'il fait bouger ses... Alors, c'est là qu'il y a la différence entre les deux maladies dont je viens de vous parler. Je vous remontre ici. Donc, le syndrome des jambes sans repos, le patient s'en rend compte. Vraiment, c'est un diagnostic clinique à l'interrogatoire. Il le sait. Il sait qu'il bouge les jambes parce qu'il a des douleurs, des sensations désagréables, des impatiences. Il a besoin, envie de bouger. Il marche chez lui, il se lève de son lit. Donc vraiment, il le sait. Vous pouvez le diagnostiquer à l'interrogatoire. Par contre, il y a cette maladie associée qui est les mouvements périodiques des membres. On peut avoir les deux, mais des fois, on peut avoir que l'un ou que l'autre. Et là, effectivement, par définition, le patient ne s'en rend pas compte parce que c'est pendant le sommeil. Et donc, ce sont des petits mouvements. C'est dommage, je n'ai pas de vidéo à vous montrer, mais ce sont des mouvements stéréotypés au niveau des jambes. Donc, comme un mouvement de pédalo, en fait, où on va faire un mouvement de la jambe, et cette fois pendant le sommeil. Donc ça, on ne s'en rend pas compte. Donc le conjoint, le partenaire de lit peut dire oui, il bouge les jambes toute la nuit, mais le patient, par définition, ne le sait pas puisqu'il dort. Et en fait, souvent, ça va entraîner... Donc c'est ça, c'est ce qui est montré sur cette diapo. En fait, on a des petits mouvements qui vont être associés à des micro-éveils et une fragmentation du sommeil. Voilà. Et donc, dans les cas les plus sévères, on a les deux, mais on peut très bien avoir l'un sans l'autre. Jambes sans repos tout seul ou mouvement périodique tout seul. Par rapport à la thérapeutique de cette Oui. à la thérapeutique de ces patients. Oui, alors en fait, donc là aussi on pourrait faire un atelier, je pense, de 2 heures pour parler de ça. On a fait pareil un consensus français pour le traitement. Donc vous pouvez trouver sur internet
toutes les explications sur le traitement. Donc en fait, on traite les patients qui ont une plainte clinique. À l'heure actuelle, les recommandations sont comme ça. Donc vraiment, si les gens se plaignent de douleurs dans les jambes, qu'ils n'arrivent pas à dormir, là, on va les traiter. On ne va pas traiter les gens qui ont juste des mouvements périodiques des membres, mais qui ne s'en plaignent pas. Ça, on ne les traite pas. La première chose à faire, c'est vérifier le taux de ferritine plasmatique. Donc on dose la ferritine. Si on est inférieur à 50, il faut faire une supplémentation en fer. Ça, c'est vraiment chez tout le monde. Et après, il y a plusieurs lignes thérapeutiques. Donc les agonistes dopaminergiques à petite dose, il faut faire très attention. Si on en donne trop, on va se retrouver avec ce qu'on appelle des syndromes d'augmentation, donc on va aggraver les gens. Et puis tout ce qui est alpha-2 delta ligand, donc c'est le Lyrica et la gabapentine, le Neurontin, qui marche très très bien. Moins bien que les agonistes dopaminergiques, mais c'est mieux parce qu'en fait on peut les garder plus longtemps. Ce sont des maladies chroniques. Les gens qui ont ça, ils n'en guérissent pas en général. Ça reste pendant des années, et toute la vie. Donc on va leur donner des médicaments toute la vie. Donc on essaye vraiment de limiter. Et il y a des recommandations assez bien faites. Donc je vous ai dit françaises, mais en fait il y a aussi des recommandations américaines qui sont tout aussi bien et bien détaillées. Donc il y a moyen de les traiter et il faut les traiter. Alors, vérifie l'heure, c'est bon. Oui, mais c'est bon. Alors, pour voir si je zappe quelques diapos ou pas, ou si c'est pas la peine. Donc juste un petit mot sur les parasomnies, et notamment donc, le somnambulisme et les terreurs nocturnes. Donc le somnambulisme, c'est assez fréquent chez les enfants, mais ça peut persister chez les adultes. Donc c'est en sommeil lent profond, on a des comportements moteurs inappropriés parce qu'on a une partie du cerveau qui est endormie, une partie du cerveau qui est réveillée, et donc on va crier, se lever, faire des choses bizarres pendant la nuit. Ça peut fragmenter le sommeil, ça peut perturber le sommeil et ça peut rendre les gens somnolents le lendemain. Surtout, vous le voyez ici, sur ce premier test, donc ça c'est une étude assez ancienne de 2014 où on avait vu très bien que les gens s'endormaient beaucoup plus vite, les somnambules en rouge s'endormaient beaucoup plus vite que les contrôles, notamment sur les premiers tests du matin. Un petit mot sur l'insomnie. Alors, je ne sais jamais si je dois mettre cette diapo, puis finalement je la mets quand même. En fait, pourquoi je ne veux pas la mettre? Parce que dans l'insomnie, c'est plutôt de la fatigue que de la somnolence. En fait, les gens vont parfois vous dire qu'ils sont somnolents, mais finalement, c'est plutôt de la fatigue. Ils n'arrivent pas forcément à dormir en journée. Ils ont une sensation d'être fatigués, mais ils n'arrivent pas à trouver le sommeil. Malgré tout, c'est important de bien interroger, et notamment sur l'agenda de sommeil, on en parlait tout à l'heure, on peut identifier facilement une insomnie. Là où ça peut être intéressant aussi, c'est les gens qui prennent beaucoup de somnifères, parce qu'ils peuvent avoir un effet résiduel le lendemain et du coup être authentiquement somnolents à cause de ça. Et puis on peut utiliser des échelles de sévérité, comme l'échelle de l'index de sévérité de l'insomnie, donc cet auto-questionnaire qui est très répandu, très, très fréquent, et où on va pouvoir quantifier la sévérité de l'insomnie. Les hypersomnolences d'origine centrale, donc la narcolepsie, l'hypersomnie et le syndrome d'hypersomnie idiopathique et le syndrome de Clavien-Vine, ce sont des maladies rares, mais il faut absolument y penser. Donc je vous ai dit tout à l'heure les signes d'alerte, je ne sais pas si vous vous souvenez, sujet jeune, okay. Prise de poids rapide, est-ce que j'ai la diapo? Oui, c'est bon, j'ai la diapo. Prise de poids rapide, paralysie du sommeil, hallucination, cataplexie, activité onirique lors des siestes. Donc, je vais juste vous expliquer un petit peu ces symptômes en majuscules là. Donc les paralysies de sommeil, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà fait des paralysies du sommeil? En général, c'est 20% de la population. C'est représentatif. Donc, quand on en a fait, on sait parfaitement ce que c'est. Quand on n'en a pas fait, c'est un peu moins évident. Donc, il faut demander aux gens, est-ce qu'au moment de vous endormir ou de vous réveiller, il vous est déjà arrivé de vous sentir complètement paralysé pendant quelques secondes ou quelques minutes? En général, ça fait peur, c'est désagréable. On peut respirer, mais on ne peut pas bouger. On est comme complètement paralysé. Et en fait, c'est une intrusion du sommeil paradoxal dans la veille. Donc on a un état dissocié. On a l'atonie musculaire du sommeil paradoxal et on a l'éveil cortical, donc c'est assez désagréable. Les hallucinations à l'endormissement et au réveil, pareil, donc ce sont des phénomènes soit auditifs,
soit visuelle, soit synesthésique aussi, donc on peut percevoir des choses, donc des gens qui, par exemple, des gens qui disent j'ai l'impression que quelqu'un me touche, ou quelqu'un m'attrape les pieds, ou j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la chambre, ou je vois des insectes au plafond, voilà. Donc ça, c'est des hallucinations liées au sommeil, et le moment de survenue est très important, encore une fois, c'est la transition au moment de s'endormir ou au moment de se réveiller. D'accord ? Et souvent, par rapport aux hallucinations psychiatriques, c'est très bien critiqué. Les gens savent que ce sont des hallucinations. Ils savent très bien que ce n'est pas vrai. Pour autant, ça peut être quand même assez effrayant. Les cataplexies, je vais vous montrer précisément ce que c'est parce que c'est très important. Donc, les cataplexies sont des pertes de tonus musculaire lors d'une émotion, positive l'émotion le plus souvent. Ça peut être partiel ou complet, donc on peut tomber au sol ou on peut rester de façon intermédiaire comme ça. La durée souvent est très brève, donc quelques secondes, 1 seconde parfois, et rarement plusieurs minutes. La fréquence est très variable. Il y a des gens qui font des cataplexies 1 fois par an ou 5 fois dans leur vie, et puis il y a des gens qui font des cataplexies 10 fois, 20 fois par jour. Donc vraiment la fréquence peut être très très variable. Ce qui est très important, c'est que les gens ne perdent pas connaissance. Ils ont conscience de ce qui se passe, ils entendent ce qui se passe pendant toute la durée de la cataplexie. Ça, c'est vraiment un critère dans le diagnostic. Et il n'y a pas de perte d'urine. S'il y a des pertes d'urine, c'est plutôt de l'épilepsie. Je voulais vous montrer quelques vidéos de cataplexie. Donc ici, vous avez cet exemple d'une jeune patiente qui a bien voulu se prêter au jeu. Donc elle a une narcolepsie. On regarde une vidéo avec elle. Et en fait, ça la fait rire, vous allez voir, elle a une perte de tonus, très brève, donc ça a duré 1 seconde. Vous voyez que c'est pas non plus complètement, on l'a retenue, donc elle n'est pas tombée. Je vous la remets parce que c'est assez représentatif. Vous allez voir, en fait, elle lutte contre l'atonie musculaire, donc elle tombe, mais pas complètement. La lumière n'est pas terrible, ça va quand même. Voilà, donc elle a la tête qui part en arrière, voilà, elle tombe un petit peu comme ça. J'en ai une deuxième. Ouais, c'est la même personne. Donc là, la cataplexie est un peu plus sévère, on n'a pas eu le temps de la retenir. Voilà, elle est vraiment tombée et elle s'assoit par terre. Ouais, elle arrive à continuer à parler. Donc c'est une cataplexie partielle en fait. C'est partiel au niveau des genoux, de la nuque, des bras. Mais elle arrive à continuer à rigoler et à parler. Donc ça, c'est vraiment typique, c'est des cataplexies vraiment typiques. Et après, on peut voir ces phénomènes aussi chez les enfants. Donc là, vous voyez, vous allez voir une cataplexie complète chez un enfant qui est en train de jouer sur le téléphone. Et en fait, quand il gagne, il va faire une cataplexie et il va tomber sur le lit. Voilà, donc là encore, on l'a retenu, donc il n'est pas tombé. Je ne me souvenais plus, je pensais qu'il tombait. Mais voilà, c'est un phénomène un peu bizarre comme une poupée de chiffon. Vous voyez, c'est pas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas comme un malaise à l'emporte-pièce, comme un malaise vagal où on tombe dans les pommes ou un malaise cardiaque, où voilà, vraiment on perd connaissance, c'est on-off et même des fois on se blesse. La cataplexie, ils se blessent rarement parce qu'en fait, il y a quand même un truc un peu comme ça, là, ils ont le temps de tomber. C'est pas toujours vrai à 100%, hein, des fois c'est un peu plus brutal, mais souvent ils s'affaissent. C'est plus voilà, une poupée de chiffon qui tombe au sol. Voilà, donc là, si vous avez ce type de phénomène, il faut tout de suite penser à une narcolepsie. Donc la narcolepsie de type 1, narcolepsie avec cataplexie, syndrome de déficience en orexine. On fait une ponction lombaire et on peut comme ça diagnostiquer la carence en orexine dans le liquide céphalorachidien et donner le diagnostic de façon formelle. C'est ce qui est extrêmement intéressant à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais on a des traitements qui ont été développés. Donc, si vous avez la chance d'aller dans des congrès internationaux, on en parle énormément. En fait, on a développé les agonistes des récepteurs de l'orexine. Donc là, c'est tout nouveau. C'est pas encore commercialisé, mais il y a eu la phase 1, la phase 2, la phase 3. C'est imminent, ça va être utilisé dans les mois, les années à venir. C'est révolutionnaire parce qu'on va donner vraiment aux gens ce qui leur manque. On donne l'orexine. Avant, on leur donnait des stimulants de la veille, dans des traitements symptomatiques. Là, on donne des agonistes de l'orexine. Donc en fait, on les améliore de façon spectaculaire. C'est vraiment incroyable
Voilà, nous, on a participé à Montpellier à tous les essais et on a des dizaines et des dizaines de patients qui ont ces traitements et c'est vraiment impressionnant, quoi. Voilà, on leur donne un traitement, ils ont plus de cataplexie, ils ont plus de somnolence. Alors, à vie, du temps qu'ils prennent le médicament, c'est comme le diabète. Voilà, nous, on leur dit, c'est, voilà, pour l'instant, voilà, c'est diabète, on a besoin d'insuline, ben, narcolepsie, on a besoin d'orexine, et malheureusement, c'est le traitement, pour l'instant, oui, il sera probablement à vie, mais malgré tout, l'amélioration est tellement spectaculaire que, voilà, ça vaut plus que la peine. C'est comme dans la maladie de Parkinson, la dopamine, c'est vraiment une révolution, quoi. Et il y aura peut-être des utilisations dans d'autres maladies, comme souvent dans la narcolepsie, tous les psychostimulants, ils ont d'abord été essayés dans la narcolepsie et ensuite développés pour la somnolence résiduelle de l'apnée, etc. Et probablement que les agonistes des récepteurs de l'orexine, il y aura aussi des utilisations dans d'autres maladies. On n'en est pas encore là, mais les maladies de la somnolence et la dépression, etc. Donc ça, c'est vraiment une révolution en médecine du sommeil. Un petit mot sur l'hypersomnie idiopathique, donc une maladie cousine de la narcolepsie, où on va avoir donc toutes les composantes de la somnolence, donc des gens qui dorment trop la journée, qui ont un allongement du temps de sommeil de nuit et qui ont de l'inertie au réveil. Je vous expliquais tout à l'heure, 5 minutes d'inertie c'est normal, 1 heure, 2 heures d'inertie ça peut être extrêmement handicapant. Par définition, ils n'ont pas de cataplexie. Si on dose l'orexine, c'est normal. La prévalence, elle est inconnue. C'est sûrement plus rare que la narcolepsie. Et sur les critères, donc on a des latences d'endormissement à moins de 8 minutes au test, moins de 2 endormissements en sommeil paradoxal. Sinon, ça serait quoi la maladie si on en avait plus de 2 avec les mêmes critères? Pas de cataplexie, moins de 8 minutes. C'est la narcolepsie type 2, c'est ça. Et un enregistrement continu qui objective plus de 11 heures sur 24 heures, ou peut-être on aura des futurs cut-offs dans les futures classifications si on a plus d'études pour standardiser l'enregistrement prolongé du temps de sommeil. Dernier mot sur le syndrome de Klein-Levin, donc une maladie qui est rarissime, 1 cas sur 1 million. Mais quand on la voit, c'est dommage de passer à côté. Donc, ce sont des sujets jeunes qui ont une hypersomnie récurrente. Donc, c'est la maladie de la Belle au bois dormant, où ils se mettent à dormir 20 heures sur 24 pendant une dizaine de jours, avec des phénomènes psychocomportementaux un peu bizarres sur l'alimentation notamment. Donc, ça peut être une hyperphagie, on se met à manger beaucoup, ou à l'inverse, une hypophagie, manque d'appétit. Et puis des troubles du comportement, de l'impulsivité, des phénomènes de déréalisation, donc des patients qui sont un peu des troubles psychiatriques en fait, dans certains cas. Tout ça dure une dizaine de jours et puis retour à la normale. Entre les épisodes, on n'a presque plus rien. Bon, il peut y avoir quelques symptômes résiduels, mais en général tout va bien. Et puis ça survient comme ça par poussée de façon récurrente. Donc c'est une maladie dont on ne connaît pas du tout la cause. On pense qu'il y a une atteinte de l'hypothalamus, parce qu'il y a quand même alimentation, sommeil, des inhibitions sexuelles. Donc on se dit que ça doit être quelque chose au niveau de l'hypothalamus, mais pour l'instant on n'a jamais réussi à le prouver et on n'en sait rien. Mais si vous en voyez ou si vous en entendez parler, enfin si vous avez un patient qui a ce type de symptômes, il faut quand même savoir y penser. L'évolution est plutôt favorable dans le temps et on a voilà, un pronostic plutôt bon. Donc c'est des sujets jeunes et plus ils avancent en âge et moins ils ont poussé et moins les poussées sont sévères. Un dernier mot donc sur les autres causes médicales, on en a parlé hier. L'obésité à elle seule, indépendamment de l'apnée du sommeil, peut donner de la somnolence. Il y a aussi des troubles comme l'hypothyroïdie qu'il faut savoir dépister. Et puis évidemment, tout ce qui touche la tête en général. Souvenez-vous de mon schéma tout à l'heure avec tous les noyaux impliqués dans la veille et dans le sommeil. Si on a une atteinte quelque part par là, donc atteinte neurologique, accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien, une tumeur, etc. Tout ce qui touche un noyau régulant la veille ou le sommeil peut potentiellement donner de la somnolence.
Donc dans ces cas-là, c'est des cas particuliers, mais il y a souvent des symptômes associés, il n'y a pas que de la somnolence, il y a des symptômes neurologiques, il y a des maux de tête, il y a des choses autres. Il faut faire bien évidemment une imagerie cérébrale pour diagnostiquer. Et puis pour simplifier les choses, toutes les causes peuvent être combinées, ça aussi je l'ai dit hier, mais on peut très bien être obèse, privé de sommeil, prendre des antidépresseurs, avoir un syndrome d'apnée du sommeil et un syndrome des jambes sans repos, être déprimé et avoir une narcolepsie. C'est pas impossible. Voilà, on en a, ça arrive. Donc il faut bien tout décortiquer et pour savoir la part des choses, souvent on ne peut pas le savoir à l'instant T, à l'interrogatoire, il faut traiter chaque chose une par une pour les éliminer petit à petit et voir ce qui reste à la fin. Est-ce que j'ai fini? Ouais, j'avais la dernière diapo, c'était sur la prise en charge. Ah oui, si, je voulais quand même vous parler. Vous êtes tous pneumologues ici ou pas? Est-ce qu'il y a des non-pneumologues? Vous êtes? Vous faites... Je suis pneumologue. D'accord. Et vous? Médecin du travail, d'accord. Donc, je voulais juste parler de la somnolence résiduelle sous PPC, parce que je me disais qu'il y avait beaucoup de pneumologues et que peut-être ça vous intéressait, même s'il y a déjà eu un atelier là-dessus hier. Donc il faut absolument vérifier quand on a un patient qui est somnolent avec une PPC, est-ce qu'il met bien sa CPAP, est-ce que le traitement est suffisant? Et en fait, on avait proposé des cut-offs donc dans le consensus français en disant au mieux quand même, c'est mieux si on a plus de 6 heures d'observance et si le traitement a été mis suffisamment longtemps. Donc si on est à 3 mois de PPC et que le patient est toujours somnolent, bon, sauf si c'est extrêmement sévère, mais normalement il faut attendre. Voilà, il faut quand même attendre. Il y a un phénomène quand même d'habituation pour vérifier que tout marche bien. Ensuite, pour l'index résiduel, donc l'objectif c'est quand même qu'il y ait un index inférieur à 5 par heure, c'est quand même dans l'idéal. Et ce qu'on avait dit dans le consensus, c'est qu'il fallait vérifier par une polysomnographie si vous avez un doute et si le patient est vraiment très somnolent, très sévère et qu'on a envie de lui donner par exemple des traitements éveillants, avant de donner un traitement, il est quand même fortement recommandé de faire une polysomnographie. C'est ça, pour vérifier ce qui se passe. Parce qu'on peut passer à côté de quelque chose simplement sur les rapports. Des fois, ça ne suffit pas. On peut avoir des choses un petit peu bizarres. Donc ça, c'est dans la recommandation. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le temps de sommeil suffisant, au moins 5 ou 6 heures par nuit, sur au moins 2 semaines. Et puis les petites échelles, donc HAD, PHQ-4 par exemple, pour dépister la dépression. Voilà. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, ah oui, et puis les effets secondaires aussi. Effets secondaires, gestion des effets secondaires, donc adapter, changer l'interface, les humidificateurs, éventuellement demander un avis aux ORL. Si vous êtes ORL, vous pouvez le faire vous-même, mais vos amis ORL, si vous identifiez quelque chose au niveau nasal, et puis bien sûr tout ce qui est fuite, sécheresse buccale, etc. Ça, je pense que vous connaissez mieux que moi. Je suis neurologue, mais je fais un petit peu d'apnée du sommeil aussi, mais je pense qu'en tant que neurologue, vous y êtes tout le temps confronté. Voilà, donc c'était un peu rapide sur la fin, mais il reste encore 5 minutes si vous avez des questions sur tout ça, sur notamment la somnolence résiduelle sous PPC. Et si vous avez des questions, vous avez mon mail ici. Donc vous dites qu'il faut faire une polysomnie avant éventuellement de mettre quelqu'un sous un bébé. Exactement. Alors c'est pas obligatoire, hein, bien sûr, mais donc ce consensus qu'on a fait entre les experts français, donc je précise qu'il y avait des pneumologues, des neurologues, des ORL, des psychiatres, on avait vraiment un panel d'experts. Et en fait, on s'est entendu entre nous, on a fait des votes, etc. Et ça fait partie des points sur lesquels on était tous d'accord. On va donner un traitement éveillant à quelqu'un, un médicament. Il faut quand même faire une polysomnographie avant.
pour vérifier que la CPAP est bien en place, ou l'orthèse d'avancée mandibulaire s'il est sous orthèse, mais il faut quand même avoir une donnée de sommeil de nuit. Ça coûte pas grand-chose, entre guillemets, par rapport au fait de donner un médicament pendant des mois et des années. Après, si on est passé à côté de quelque chose au début, c'est vraiment trop dommage. Donc oui, on a recommandé de faire ça. Il y a des patients qui se disent qu'ils ont bien dormi, et quand on analyse, on ne voit pas qu'ils ont bien dormi. C'est ça. C'est en fait l'interrogatoire et les données de rapport machine ne sont pas suffisamment fiables. Elles le sont, hein, c'est quand même des bonnes données, agenda de sommeil, etc. Mais quand on va prescrire un médicament, surtout un éveillant, psychostimulant, avec des effets potentiellement délétères sur le long terme, le rapport bénéfice-risque, ça vaut le coup vraiment de faire un enregistrement de sommeil sous CPAP avant. En tout cas, c'est ce qu'on a recommandé. Est-ce qu'on n'allait pas se fier au rapport de machine au lieu de refaire un enregistrement? Ben, nous, on a dit que ça suffisait pas. Voilà, les experts en France sur les recos, là, on a dit que c'était pas suffisant. Ça peut l'être hein, dans beaucoup de cas, mais... Vous avez trouvé les discordances parfois? Oui, bien sûr, oui. On peut trouver vraiment plein de choses. Et notamment, je disais tout à l'heure, le syndrome des jambes sans repos, les mouvements périodiques, des fois on peut passer vraiment à côté de quelque chose. En fait, avant de donner un éveillant, si ça se trouve, il avait juste une carence en fer. Enfin, je caricature un peu, mais il a des mouvements périodiques toute la nuit. En fait, il a une carence en fer, ou il a du somnambulisme, ou il enlève sa machine sans faire exprès. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Je parle de l'idée que la position a été faite avant de poser le diagnostic. Donc on a déjà cette idée-là bien avant. Oui. Donc, oui. Une position de référence bien avant. Oui, mais ça peut changer dans le temps. Ça peut changer et des fois on a des choses qui apparaissent. En fait, l'apnée du sommeil était au premier plan, on traite, mais du coup, autre chose qui était un peu latent peut survenir après, en fait. Donc c'est pour ça. Et puis aussi, ce qui est très important, encore une fois, c'est toutes les données machines, en fait, qui sont beaucoup plus précises sur une polysomnographie que sur un test, enfin un rapport machine simple. Une question parce que je peux répondre, parce qu'il y a pas mal de médecins qui ne prescrivent pas la polysomnographie. Donc on va donner un diagnostic sur une polygraphie, mais on n'a pas des EMG, on ne peut pas savoir si le malade fait un syndrome. Oui, j'ai même pas pensé à répondre ça, mais oui, merci pour cette précision, c'est évident. Oui, sur la polygraphie est bien insuffisante dans la plupart des cas. En conclusion, l'intérêt, quand on a une somnolence résiduelle, on avait fait le diagnostic avec une polygraphie, de demander une polysomnographie avant de donner des stimulants. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Bonne conclusion. Merci. Merci à vous. C'est très bien. Il y a un symposium. Là, je dis que vous allez tous à la salle plénière.